Donc, bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à cette plénière que j'ai l'honneur de présider. Donc, cette plénière va nous être présentée par Caroline Prodon, qui est professeure à l'UTT. Donc, Caroline a fait sa thèse avec Christian Prince sur les taux de véhicule. Depuis, elle n'a cessé de développer ce thème et à l'enrichir avec plein de types de contraintes supplémentaires, des problèmes de localisation, ainsi de suite. Elle a utilisé beaucoup de méthodes, et notamment des méthodes heuristiques. Elle est co-auteure d'un livre sur les méthodes heuristiques et le VRP. Et donc aujourd'hui, elle va nous donner quelques secrets, alors pas tous, parce qu'il y a plein de choses encore top secrètes, paraît-il, sur une méthode heuristique réussie. Donc merci beaucoup, Caroline. Merci David. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être venu ce matin pour m'écouter pendant 1 heure, pour découvrir donc ces secrets d'une méta heuristique réussie. Et je voulais dire que c'est un honneur de partager ce moment avec vous. Et je remercie l'équipe de ROADEF et Najib pour cette invitation. Alors, je vais faire un petit préambule quand même avant de démarrer. Histoire que vous ne soyez pas frustrés par ce que je vais vous présenter, ça ne va pas être une suite d'algorithmes. On ne va pas avoir des algos qui vont défiler à la suite. On ne va pas non plus faire un historique à proprement parler. Mon intention ici, c'est surtout de vous faire un partage d'expérience de ce que j'ai pu rencontrer, ce que j'ai pu tester et ce que j'ai vu dans les publications des collègues qui, à mon sens, font qu'une méta heuristique va bien fonctionner. Et j'agrémenterai un petit peu par des pistes de réflexion sur ce que peut être la quête d'un optimum. Donc, David m'a présenté déjà, donc je vais passer assez vite. Effectivement, je travaille essentiellement sur les problèmes de tournée de véhicules. Alors, du coup, ma présentation va être illustrée beaucoup avec ça, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Mais pensez bien que ça peut aussi, évidemment, s'appliquer à d'autres thématiques. Et voilà, ce n'est pas une présentation spécifique 100% dédiée aux problèmes de tournée, même si ça va être un peu mon support de présentation. Alors, le plan, évidemment, il va rester encore un peu secret, puisque sinon, ça perd un peu de son intérêt. Donc, je vais vous en livrer 6 des secrets pour avoir cette méta heuristique réussie. Et ils vont être disséminés à travers donc 5 parties. Alors, des rappels fondamentaux déjà pour être sûr que tout le monde soit sur la même base. On va voir les stratégies de recherche, comment faire une exploration, que je dirais un peu plus judicieuse encore, et qu'est-ce qu'on peut faire avec les dernières tendances avant de conclure. Donc déjà, les rappels fondamentaux. Je pense que vous savez tous qu'une méta-heuristique, enfin que le terme méta-heuristique, c'est la concaténation de 2 termes grecs, donc méta et heuristique. Donc nous, pour nous dans notre discipline, donc une heuristique, ça va être un algorithme qui va nous permettre de construire une solution réalisable, basée sur des principes, on va dire plus ou moins de bon sens, en tout cas qui vont amener une solution qui va ressembler qui va avoir des caractéristiques quand même correctes, on va dire. Et on va agrémenter ces heuristiques d'un mécanisme méta, donc au-delà, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de générique pour traiter un ensemble de problèmes. Donc, c'est bien adapté pour nos problèmes de héros, et en particulier donc, les tournées de véhicules, mais pas que. Et donc l'idée va être d'avoir une solution de qualité très correcte en un temps court, en tout cas polynomial, pour un problème NP difficile. Alors, ici, je voulais faire un petit aparté pour voir s'il y a une intelligence derrière les méta-heuristiques, puisque historiquement, même si j'ai dit que je ne ferais pas d'historique, historiquement, ces méthodes ont peut-être été un peu sous-estimées ou sous-évaluées, peut-être un peu mal vues parfois. C'est peut-être encore le cas pour certaines personnes, étant considérées comme moins mathématiques et éventuellement comme une random search, voilà, une random walk dans l'espace de recherche, sans réelle intelligence derrière. Alors, moi j'ai envie de dire que, effectivement, la création d'une méta-heuristique, c'est un art. Mais comme l'art des mathématiques. C'est-à-dire que si on ne maîtrise pas ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, ça paraît un peu obscur. On se demande ce qu'on y fait, et ça a l'air un peu magique ou un peu de chance, on ne sait pas trop, mais voilà, ça peut paraître comme ça. Mais
on sait tous quand même que, par exemple, les algogénétiques, c'est quand même très fortement associé à l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même le mot intelligence derrière. Bon. Et puis, si on regarde ce qui se fait aujourd'hui, c'est souvent hybridé avec des techniques de machine learning, des méthodes analytiques, etc. Alors, on va voir tout au long de mon exposé, je vous reposerai la question à la fin, mais pour moi, il y a quand même quelque chose de très scientifique derrière une méta-heuristique, évidemment. Toujours dans les fondamentaux, donc une heuristique, juste vraiment très rapidement, parce que ce n'est pas le cœur. Une heuristique, comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui va nous permettre d'avoir une solution, très rapidement, une solution plutôt correcte. Alors, petite illustration ici sur le problème de tournée de véhicule, on va faire par exemple une heuristique du plus proche voisin. Assez naturellement, si on va visiter le client le plus proche, à la fin, enfin, au fur et à mesure, quand la solution finale ne sera pas optimale, mais elle sera à peu près correcte. On en a plusieurs, des heuristiques. Pour un problème donné, on peut en trouver plusieurs. Mais l'idée, c'est d'avoir une solution quand même correcte. On pourrait partir, et on peut partir d'une solution complètement random, complètement aléatoire. Mais si on fait ça, généralement, ça marche moins bien. Globalement, on pourrait se dire que quand on a une instance donnée, c'est un peu comme l'ADN du problème qu'on est en train de traiter. C'est très spécifique à l'instance qu'on est en train de faire. Et un peu comme des individus, quand on crée notre première solution ici, c'est comme si on mettait l'ADN, l'instance, dans un environnement. Et une personne qui va naître dans un environnement favorable a plus de chances d'évoluer et d'arriver à une situation confortable, qui serait la quête de l'optimum ici. Si on part d'un milieu très défavorisé, ce n'est pas impossible d'arriver à une solution équivalente, mais on se doute que ça sera un peu plus compliqué. Donc là, c'est un peu le même esprit. Si on part d'une solution qui a déjà une bonne configuration, généralement, dans les expériences, on a montré que c'était quand même un peu plus efficace que de partir d'une solution complètement random. Alors après, il ne faut pas forcément qu'elle soit excellente non plus. C'est un peu comme si on est dans un milieu hyper favorisé. On n'est pas toujours avec un meilleur résultat à la fin parce qu'on se laisse parfois un peu aller. Ça serait mon secret numéro 1. Partir de solutions initiales de bonne qualité. Ensuite, on a le mécanisme méta. Alors là, je vous ai listé plein de choses. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est un peu une liste des différentes méta-heuristiques qui existent. Donc en fait, le mécanisme méta, c'est pour explorer l'espace de recherche. Donc on a atterri à un endroit dans l'espace de recherche avec l'heuristique, et on va vouloir explorer. Alors pour y arriver, on peut partir d'une solution qu'on va faire évoluer, c'est ce qu'on va appeler les techniques à séquence de solutions. On peut partir de populations ou d'ensemble de solutions. On a plein de versions hybrides, etc. Donc comme je vous ai dit, moi, l'objectif, ça ne va pas être de vous donner les algos de chacun d'entre eux, c'est pas très intéressant, enfin, ça serait un peu long surtout, puis un peu rébarbatif. Vous les retrouvez dans différents livres, dont le livre dont a parlé David tout à l'heure, que j'ai coécrit avec mes collègues troyens sur les méta-heuristiques pour les problèmes de tournée de véhicules. Vous aurez les algos génériques, même pas forcément appliqués aux tournées de véhicules. Si vous voulez un peu plus l'histoire et l'évolution de ces méthodes, vous avez l'article de Marc Sevaux, enfin le chapitre livre plutôt de Marc Sevaux, History of Meta-Heuristics. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder dans chacune de ces méta-heuristiques qu'est-ce qui fait, quels sont les mécanismes qui font que ça marche. Et ça nous amène donc aux stratégies de recherche. Globalement, on va avoir deux grands mécanismes. Le mécanisme d'intensification et le mécanisme de diversification. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'explorer. Donc, sur mon image ici, vous avez des cercles qui vont représenter on va dire un voisinage ou un environnement autour d'une solution qu'on pourrait appeler un bassin d'attraction. Et l'idée dans ce bassin d'attraction, c'est d'aller chercher la meilleure solution, donc qui serait ici en blanc. Mais ça risque fort d'être un optimum local et ça peut être bien d'amener de la diversification. Si je reprends mon petit exemple de la personne qui est née dans un environnement. Elle est née dans l'environnement ici, en haut à gauche. Elle va chercher dans son environnement une position confortable. Si on représente l'ensemble de recherche comme un paysage, elle va aller chercher le creux de la vallée si on est en minimisation,
pour être dans un endroit stable. Mais on a tous souvent envie d'aller voir si l'herbe n'est pas un peu plus, si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs. Et on peut peut-être avoir envie d'aller voir ce qui se passe dans un autre pays ou en faisant un autre job ou en faisant autre chose. Ça serait la diversification. On fait un gros changement. On ne fait pas juste autour de moi comment je peux m'en sortir. On va faire un gros changement qui va nous emmener dans un autre environnement. Et dans cet environnement, en principe, quand on atterrit, on n'est peut-être pas super confortable. Il va falloir s'adapter et aller trouver une solution de meilleure qualité. Et puis on va refaire le processus comme ça. Donc en gros, ici, le bassin d'attraction, dans notre vie, nous, ça serait notre zone de confort. En gros, on va aller chercher dans notre zone de confort. Puis de temps en temps, il va falloir s'extraire avec des changements un peu plus forts. Donc globalement, si on revient sur les méta-heuristiques, on va donc devoir alterner entre l'intensification et la diversification. Mais la question, c'est comment on se déplace dans cet environnement. Alors, moi, j'identifie 2 grandes stratégies, même si elles ne sont pas si différentes que ça, on va le voir. Ce serait soit de se déplacer dans cet environnement par des mouvements qui vont définir un voisinage, soit par ce que j'appellerais une reconfiguration partielle. Alors, dans les mouvements qui définissent un voisinage, on aura assez naturellement l'intensification pure, qu'on appelle aussi recherche locale. Donc ici, on va pouvoir définir un ou plusieurs mouvements de recherche locale. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement ? Je reprends ici un exemple de VRP parce que c'est très visuel et on comprend ce qui se passe. Donc, si j'ai la solution ici en haut à gauche dans le dessin, assez naturellement, c'est ce que je disais, l'avantage d'un problème de tournée de véhicule, assez visuellement, on voit que la solution n'est pas d'excellente qualité ici. Il y a des croisements et on pourrait faire mieux. Donc on peut définir un mouvement qu'on appellerait ici relocate ou move, ou peu importe ça, le nom qu'on lui donne, qui serait de déplacer par exemple le client en haut à gauche. Si on le met en tout début de tournée, on voit ici qu'on va obtenir quelque chose de mieux. Donc ça, c'est un mouvement simple qui définit donc un voisinage. Donc le voisinage de cette solution, c'est toutes les possibilités en bougeant un client dans la position dans cette tournée. Et ce voisinage, il s'explore en haut de N2, ce qui veut dire qu'il y a N2 voisins possibles. Alors quand on fait une recherche locale, il y a plusieurs stratégies. Est-ce qu'on explore tout le voisinage ? Est-ce qu'on le fait partiellement ? Est-ce qu'on fait une première amélioration, une meilleure amélioration ? Bon, peu importe. Mais globalement, dans une recherche locale, on cherche un mouvement améliorant. Comme on va en avoir beaucoup, il va falloir le faire rapidement. Donc on va essayer, tant qu'on peut, de faire une évaluation en haut de 1. Donc on peut faire des précalculs, on peut faire des calculs de variation de coûts qui vont être très rapides pour faire l'évaluation donc, de ces mouvements, parce que potentiellement, même si on dit qu'on est sur une recherche locale et un voisinage proche, le nombre de solutions, il y en a quand même un certain nombre et on va le faire assez souvent dans une méta-heuristique. Donc il faut que ça soit rapide. Idéalement, même, on va définir plusieurs voisinages. Alors voilà des petits exemples pour le VRP. Et après, plusieurs questions vont se poser. Est-ce que je les fais, comment je vais les traiter, dans quel ordre, etc. Bon, ici je vous ai mis, c'est le seul algo de la présentation. Je ne vais même pas trop le détailler. On peut le faire en variable neighborhood descent, on peut le faire en random, on peut le faire de différentes manières. Pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs voisinages ? Je reprends mon exemple de la personne qui doit évoluer dans son environnement. Si elle n'a qu'une corde à son arc, elle va être limitée pour aller trouver une meilleure situation, une situation plus confortable. Si elle a plusieurs cordes à son arc, quoi qu'il lui arrive dans sa vie, ça sera plus facile d'évoluer. Là, c'est pareil. Si on est bloqué dans un voisinage, peut-être qu'on n'a pas bien exploré tout autour de nous la situation, le bassin d'attraction qui contient peut-être une solution de très bonne qualité. Donc l'idée, c'est de varier un petit peu pour mieux se déplacer dans son environnement. Alors, peut-être pas la peine d'avoir des dizaines de voisinages, mais disons qu'au moins 2-3, c'est quand même pas mal. Donc là, c'était la recherche locale. Maintenant, on a bien vu que
La recherche locale va nous permettre de visiter l'espace de solution dans un bassin d'attraction, enfin localement. Et on va vouloir faire de la diversification pour s'extraire, pour aller voir un peu plus loin. Alors ce qu'on peut faire, c'est un petit peu historique, mais pas complètement, parce que finalement on a avancé assez logiquement dans les recherches. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple garder le même principe de voisinage, mais accepter des mouvements détériorants. C'est ce qui va être fait par exemple dans un taboo search ou dans un simulated annealing. Bon, attention quand on fait ça à pas faire en sorte que le mouvement détériorant soit déconstruit juste après par une recherche locale. Sinon on a tout perdu. Donc il va falloir trouver une stratégie pour que on ne retourne pas en arrière. Donc, dans les stratégies, par exemple dans le taboo, on va mettre des caractéristiques de la solution qui vont être interdites de manière à éviter de retourner en arrière. Donc ça c'est possible. Sinon on peut passer sur ce qu'on va appeler une perturbation. Enfin, moi, j'utilise souvent le terme perturbation. Selon les auteurs, selon les variantes d'algorithmes, ça peut s'appeler du checking, ça peut, peu importe. En tout cas, moi, j'appelle ça une perturbation, quelque chose d'un peu plus fort. Donc, on pourrait dire un voisinage plus éloigné. Donc, dans les voisinages plus éloignés, on va retrouver les méthodes type Variable Neighborhood Search, Iterative Local Search, Evolutionary Local Search. D'ailleurs, dans le terme, on retrouve Local Search. L'idée, ça va être de faire un mouvement donc, plus fort qui va nous permettre de nous extraire. Et globalement, ça va ressembler, par exemple, à un mouvement de complexité plus grande. Par exemple, sur les tournées de véhicules, je vous ai parlé du relocate, où on bougeait juste un client dans sa position. Peut-être au lieu d'en bouger un, on peut en bouger plusieurs. Et on voit bien que la combinatoire augmente et le voisinage augmente et on va potentiellement aller plus loin. Donc on va choisir des mouvements, souvent, c'est souvent ce qui est utilisé, des mouvements plus grands qui vont nous permettre, enfin on espère en tout cas, de s'extraire d'un bassin d'attraction. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la catégorie mouvement qui définit un voisinage. Après, ça peut se discuter le découpage, parce que vous allez voir, c'est assez proche quand même dans l'esprit. Après, on peut passer sur une diversification encore plus forte, enfin, à mon sens, plus forte. Alors, ça dépend comment on définit les mouvements, etc. Avec, par exemple, les explorations à grand voisinage. Donc, Large Neighborhood Search ou adaptative Large Neighborhood Search, où là, on va détruire un morceau de solution et reconstruire. Si je prends l'exemple de tournée de véhicule, par exemple, on peut détruire une tournée, puis faire après un algorithme de meilleure insertion pour reconstruire les clients qui ne sont pas visités. Vous voyez, on enlève un morceau de solution et on reconstruit. Donc là, c'est un voisinage plus grand parce qu'au lieu de toucher 3-4 clients, on va en toucher beaucoup plus, par exemple. Donc logiquement, avec cette approche, on devrait pouvoir s'extraire encore mieux des bassins d'attraction et à explorer encore plus loin. Alors, dans ma diversification, j'ai mis un tout petit peu plus loin, par exemple, les recombinaisons type génétique. Ça, pareil, ça a discuté. Est-ce que c'est plus perturbant, moins perturbant? Je ne suis pas convaincue. Ça dépend, encore une fois, comment on le code. Dans le génétique, une version très simple, cette fois-ci, on va partir d'une population, enfin, d'un ensemble de solutions, et on va les combiner ensemble, de manière très basique. On prend deux solutions. On prend, très basique, moitié d'une, qu'on va les combiner avec moitié d'une autre. Ce qui veut dire qu'il y a moitié de la première solution qui est conservée et une moitié qui est détruite. Mais elle n'est pas complètement reconstruite parce qu'elle est prise d'une autre solution existante. C'est là que je dis, bon, est-ce que c'est plus perturbant ou pas à discuter. D'accord ? Et donc, ça va permettre d'explorer de différentes manières. Et après, si on va encore plus loin, il y a les méthodes qui reconstruisent une solution à chaque, alors grande itération généralement, on reconstruit. Alors idéalement, on va essayer de le faire pas trop, en gardant de l'information des itérations d'avant, c'est mieux, mais on peut avoir différentes versions. Donc vous voyez, ça diversifie de manière plus ou moins forte, dans le but donc d'échapper à un minimum local. Donc ça, c'est les stratégies classiques. Et à noter que le point important, ça va être de bien équilibrer finalement cette intensification et cette diversification. Pas quitter trop vite un bassin d'attraction pour ne pas rater une solution dans l'entourage où on est, et puis pas faire juste un
un chemin complètement aléatoire dans l'espace de recherche. Mais pas non plus passer trop de temps en local s'il n'y a rien d'intéressant. Il va falloir bien équilibrer ça, mais le système est là. Alors, la recherche locale, elle est assez naturellement dans certaines méthodes, et quand elle n'y est pas aujourd'hui, en tout cas nous en recherche opérationnelle et en tournée de véhicules, en tout cas c'est sûr, on ajoute quasiment toujours l'élément recherche locale, l'élément intensification, même s'il n'était pas défini d'origine dans la métaheuristique. Parce que ça, voilà, c'est quand même plus efficace. Et même, on va plus loin, parce que parfois, on va remplacer la recherche locale par une autre métaheuristique pour aller encore plus explorer. Donc ça serait les versions hybrides. Mais vous comprenez que c'est deux composantes intéressantes, importantes, qu'il va falloir bien gérer. Et donc ça, c'est mon deuxième secret, avoir les deux stratégies d'exploration et bien les équilibrer. Donc là, on va dire, la métaheuristique de base. On va regarder maintenant comment aller plus loin avec une exploration que je vais appeler judicieuse. Alors on peut l'appeler comme on veut. Judicieuse est peut-être un peu... le vocabulaire n'est peut-être pas le mieux adapté, mais comment faire encore plus? Et surtout, peut-être pourquoi faire plus encore. Aujourd'hui, on va traiter des problèmes de plus en plus complexes. Plus en plus gros ou avec de plus en plus de contraintes, etc. Alors, le but n'est pas de comprendre mon dessin ici. J'ai simplement repris l'illustration de mon doctorant Edgar Silva, qui travaille sur un problème de tournée multiniveau avec des entrepôts à différents échelons, donc voilà, des casiers pour récupérer des colis, etc. Enfin, on voit que le problème est complexe. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais on comprend que sur des problèmes complexes, il va peut-être falloir mettre d'autres stratégies pour arriver à quelque chose de correct. Et je cite aussi en dessous Dorian Dumez qui a fait, lui, des approches mathéuristiques pour résoudre un problème qui va ressembler d'ailleurs à l'illustration un petit peu, donc pour les problèmes de logistique urbaine. Et là, on voit apparaître des mots comme matheuristique et Small and Large Neighborhood Search. On voit, je vous ai parlé de Large Neighborhood Search. Là, on a Small and Large, on voit sûrement du lien avec intensification, diversification. On voit qu'il y a quelque chose. En tout cas, on va plus loin que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. On apporte des choses en plus. Alors, pourquoi je vous cite Dorian Dumez aussi? C'est parce qu'il fait partie des finalistes du prix de thèse du groupe de travail transport et logistique, dont le résultat sera dévoilé ce soir à la cérémonie de clôture. Donc c'est un des finalistes. Et on voit donc qu'il va travailler sur des méthodes un peu plus poussées que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Alors, mais ça ne vous dit pas ce qu'on peut faire, à part quelques termes. Donc une chose qu'on peut faire déjà pour aller un tout petit peu plus loin, ou ce qui peut être difficile, c'est de sortir des bassins d'attraction. Et quand on a des problèmes complexes, un peu comme on a vu avant, c'est pas toujours facile. Donc une stratégie, bon, j'en ai déjà parlé, donc c'est pas vraiment plus loin ici, mais c'est de faire donc des voisinages larges. C'est souvent sur les problèmes du type que je vous ai montré en illustration, c'est une pratique assez courante de passer par là. Mais ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est de se dire que pour passer d'un bassin d'attraction à l'autre, s'il y a pas mal de contraintes, si c'est compliqué, qu'il n'y a pas beaucoup, que le chemin qui relie les deux bassins d'attraction est vide de solutions, on pourrait aussi se dire je vais essayer de créer un chemin qui passe dans des solutions non réalisables avec des pénalités. Donc ça, c'est aussi une stratégie possible pour essayer de se débloquer d'une situation, de sortir d'un bassin d'attraction. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un peu, alors j'en ai parlé aussi un tout petit peu, à l'extrémité de ma diversification, c'est reconstruire des solutions. Alors il y a des algos qui sont spécifiques pour ça, mais sinon même un simple restart en relançant la métaheuristique avec une autre solution, si on est sur une séquence de solutions, donc si on relance une nouvelle heuristique ou on met en tout cas une nouvelle solution initiale, on peut relancer la recherche et redynamiser un petit peu cette recherche.
Si on est en algogénétique, donc avec plusieurs solutions, on peut penser aux stratégies en îlot, où il y a plusieurs populations qui évoluent en parallèle, etc. Mais ce qui va être intéressant surtout, c'est de gérer la diversité. Donc quitte à avoir des solutions qui vont se générer un peu partout, ça peut être bien d'avoir un certain contrôle. Alors on en reparlera, on peut l'utiliser de différentes manières, mais quelque chose qui gère la diversité des solutions. Pour faire en sorte, ici sur mon dessin, quand on génère une solution, on atterrisse à des points différents quand même. Ou si on ne gère pas dans le restart, à un moment donné, ça va être intéressant quand même de mesurer ça. Alors pour y arriver, en problème de tournée, encore une fois, souvent ce qu'on peut utiliser, c'est la distance de Hamming. Alors sur d'autres problèmes, il y aura sûrement d'autres techniques de mesure de distance. Je vous encourage à regarder ce qui peut se faire sur vos problèmes. Mais en tout cas, mesurer une distance entre solutions peut être intéressant. Donc la distance de Hamming, c'est en gros, on a une solution, puis on va sur un graphe, et on va mesurer ce qu'on appellera les paires cassées, donc de deux successeurs dans ce graphe, etc. Pour les problèmes de tournée, c'est plutôt bien adapté. Donc ça, c'est des concepts qui ont été proposés dans des algogénétiques essentiellement, mais qu'on peut réexploiter dans d'autres métaheuristiques et dans d'autres stratégies de recherche. Donc ça, c'est mon secret numéro 3. Avoir un échantillonnage contrôlé avec une estimation donc, de la diversité, etc. Enfin, contrôler notre exploration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Dans les autres possibilités, c'est de décomposer le problème. Si on a des problèmes de plus en plus gros, on pourrait se dire, je le résous par petites parties. Alors si on fait ça, on aura plutôt intérêt de le faire, j'ai envie de dire intelligemment, je ne sais pas encore si c'était le bon mot, mais de le faire avec une certaine coopération. Parce qu'on sait très bien que décomposer un problème, ça n'aboutit pas à l'optimum. Ça, c'est connu en génie industriel, on le sait bien, depuis les années 80 ou moins. Enfin, moi, je sais que dans mon domaine, c'est prouvé. J'ai des articles de recherche qui en parlent. Bref, la somme des optima locaux n'est pas égale à l'optimum global. Je pense que ça, on est à peu près tous sensibles à cet aspect-là. Donc, il ne va pas falloir simplement décomposer puis résoudre individuellement toutes les petites parties qu'on aura. Alors, on peut faire cette décomposition. Alors là, sur un problème de tournée de véhicule, on peut dire par secteur, par région, pourquoi pas. Mais on peut aussi faire d'autres stratégies. Une stratégie qui est plutôt intéressante, c'est de faire une alternance entre des espaces de recherche. C'est-à-dire qu'on va représenter notre problème d'une manière, alors vous l'appelez comme vous voulez, indirect, c'est ce que j'ai mis ici. On va résoudre ce problème indirect avant de revenir au problème direct. Bon, on va essayer d'expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Donc, si on regarde, pareil, dans la littérature, cette approche, je ne sais pas si c'est l'origine vraiment, mais encore une fois, ça va venir des algogénétiques. Pourquoi ? Parce que dans un algogénétique, généralement, on va représenter une solution sous forme d'un chromosome. Vous connaissez les algogénétiques ? Je ne parle pas trop dans le vide. Donc, la solution, souvent, en tout cas, dans les approches classiques, après on peut faire d'autres choses, mais on va représenter souvent une solution sous forme, par exemple, d'un vecteur, d'un chromosome qui se représente sous forme d'un vecteur. Bon. Ce vecteur, donc, ça va être l'espace de codage, l'espace de représentation. Et on a un décodage de ce chromosome qui nous permet d'avoir la solution complète dans l'espace des solutions. Alors, si le décodage nous amène, si on n'a pas un décodage très adapté, en fait, qui peut nous amener un peu n'importe où, c'est pas très intéressant. Mais si on a un décodage qui nous permet de faire des liens vraiment entre les deux espaces de recherche, là, ça peut commencer à devenir intéressant. Parce que on peut se douter un petit peu que l'espace d'un vecteur, l'exploration d'un vecteur est plus rapide que l'exploration de l'ensemble des solutions complètes si on a un problème complexe. Alors ça, en tournée de véhicule, c'est très, très connu. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais si on regarde un peu dans l'historique, il y a l'algorithme très classique Split qui va nous permettre de faire ça assez aisément.
Donc l'idée, c'est de représenter une solution, comme je vous disais, sous forme d'un vecteur. Donc dans le split, pour le problème de tournée de véhicule, on va simplement se dire que je dois visiter tous mes clients, donc je vais faire un vecteur de clients, qu'on peut appeler un tour géant. Si je représente ce vecteur, ce tour géant, sous forme d'un graphe auxiliaire, où chaque arc me représente une tournée, et que je fais un plus court chemin dans ce graphe, et ça c'est facile de faire un plus court chemin dans un graphe acyclique, on va pouvoir obtenir une solution complète, donc un problème de VRP avec les tournées, et en plus ici dans l'exemple, il sera optimal sous contrainte de la séquence de départ évidemment. Donc c'est plutôt intéressant. Donc à partir d'un vecteur, on va avoir une solution complète. Et l'exploration de l'ensemble des vecteurs est évidemment courte, on va dire. Et on a même un avantage, c'est que si on fait ça, alors sur la tête de cette solution-là, c'est pas très parlant, mais imaginons qu'ici, dans le découpage en tournées, on n'ait pas des tournées aussi belles que celle-là. On pourrait se dire que derrière, on fait une recherche locale, ce qui veut dire qu'on va changer l'ordre des clients dans les tournées. Et si on reconcatène toutes les tournées pour refaire un vecteur, on a un nouveau chromosome qui est différent de celui d'origine. Et si on réapplique split dessus, au pire, on retourne sur la même solution, et au mieux, on a encore une solution meilleure. Donc, on va pouvoir améliorer encore les solutions. Alors, je vous ai mis l'exemple là pour un problème de tournée, mais ce type de représentation peut se faire sur d'autres problèmes. Un problème de job shop, on sait le représenter aussi sous forme d'un vecteur, qui s'appelle généralement le vecteur de Beerwitz. On fait la même chose, graphe acyclique, plus court chemin, et on obtient une solution aussi. Nous, on l'a même adapté avec un problème de job shop avec transport. Bref, on peut faire plein de choses. Alors, l'inconvénient, c'est que si on fait ça, comme je vous l'ai dit, on a un vecteur de départ, on le décode, on obtient une solution, on fait une recherche locale, on réitère, on va avoir une convergence, voilà. Mais ça va être une convergence prématurée, parce que ça manque de diversification. Donc souvent, c'est pour ça, à l'origine, ces méthodes étaient mises dans un algo génétique. Mais on peut imaginer d'autres systèmes de diversification. Vous l'avez compris, il n'y a pas que le génétique qui permet de faire la diversification. Alors si on part sur les algos génétiques, moi tout à l'heure je vous ai illustré ça de manière très basique. On prend une moitié de solution et puis on couple avec une autre. Alors techniquement, c'est pas si simple parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait les mêmes clients dans chaque partie. Enfin bref, c'est pas si simple. Je voulais vraiment illustrer très basiquement. Mais on a aussi actuellement des recherches encore sur ça, sur comment faire un bon croisement, etc. Et là, je vous cite la thèse de Peng-Feng He, qui a travaillé donc, sur des algos génétiques hybrides, etc. et qui a développé, par exemple, des nouveaux crossovers très efficaces pour le problème de tournée de véhicules. Et je vous cite cette thèse parce que c'est le deuxième finaliste pour le prix qu'on remettra ce soir. Donc vous voyez qu'on fait des choses un petit peu plus poussées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était une première astuce pour passer, pour explorer, peut-être de manière un peu plus judicieuse, l'espace de recherche, pour le réduire un petit peu et pour être tenté d'être plus efficace. Alors il y a d'autres stratégies encore. On peut se dire, par exemple, qu'on va décomposer structurellement. Je vous ai dit, par exemple, sur l'image que je vous ai présentée avant, avec un problème de tournée de véhicule à plusieurs niveaux. Donc, classiquement, l'approche, c'est de traiter un niveau, puis après, avec les infos du deuxième niveau, on va résoudre le niveau d'avant, etc. Donc, on fait en séquentiel. Mais il y a plein de problèmes aujourd'hui qui sont des problèmes qui combinent différents types de décisions. Donc, on a le problème de localisation-routage, problème de transport, de production-transport, stockage-transport, et puis vous en connaissez certainement d'autres. C'est loin d'être exhaustif. Donc, on a quelque chose qui peut se faire peut-être assez naturellement, et on peut aussi passer, d'ailleurs sur ces problèmes-là ou d'autres manières, par ce qu'on connaît aussi classiquement, avec des relaxations type lagrangienne, Dantzig-Wolf, etc. Ça peut être intéressant. Là, si on regarde pour le problème d'inventory routing problem, donc stockage et transport, on a par exemple ici une proposition avec une décomposition de bounders, des mathématiques encore.
Alors, math heuristique, je n'ai pas expliqué ce que ça voulait dire, on peut peut-être l'introduire là. Une math heuristique, c'est quand on met la résolution d'un problème exact, comme par exemple, enfin, on utilise des décompositions mathématiques, par exemple, où, voilà, où on a une partie de résolution exacte qui est hybridée avec une structure méta. On va appeler ça une math heuristique. Donc ça, c'est un terme qui est apparu en 2007, mais voilà pour l'explication du mot que je n'avais pas encore vraiment introduit. Donc sur l'inventory routing problem, si je reviens dessus, donc on a Faisal Touzout qui a proposé des choses sur ça, et Faisal est notre troisième finaliste. Alors, il n'y en a que 3, hein, donc voilà, on a fait les 3. Et vous voyez que c'est pour être finaliste sur un prix comme ça, il faut mettre des techniques un peu poussées dans les méthodes de résolution. Alors moi, là, je vais revenir, je ne vais pas reprendre le problème d'inventory routing, je vais reprendre ce que je connais bien, le location routing. Enfin, même si l'inventory, je le connais aussi. Mais... Et là, je vais vous montrer un vieux travail, puisque c'est mon travail de thèse. On va revenir un petit peu en arrière. Ce que j'avais proposé à ce moment-là, alors on ne l'avait pas appelé une math heuristique, parce que ça a été publié en 2007, et le terme est apparu en 2007. Mais c'est une math heuristique. Si on prend le problème de localisation routage, qu'on écrit mathématiquement, on va avoir un sous-ensemble de contraintes qui va lier les contraintes d'affectation ou les contraintes de localisation et les contraintes de routage. Si on fait une relaxation sur ces contraintes avec une relaxation lagrangienne, on va avoir 2 problèmes séparés, ce qui est plutôt confortable. Et donc l'idée, ça va être d'exploiter un petit peu ça pour passer sur une représentation indirecte. Je vais vous l'illustrer, plutôt que de décrire ça, ça sera mieux. Alors, dans l'illustration, on part d'une solution, hein, ici. On a une solution de départ. Et on va faire comme si on supprimait les dépôts de ces tournées. Puis on fait une agrégation, enfin, c'est la symbolique, hein, pour obtenir ce que j'avais appelé à l'époque des super clients. Le problème, entre le problème de départ et les super clients, vous voyez qu'on a énormément réduit le nombre de nœuds. Donc la résolution du problème de localisation est beaucoup plus facile. Donc il peut se résoudre de manière exacte, sans trop de problèmes. Donc on va résoudre le problème de localisation-affectation. Par une meilleure insertion, on va les réinsérer dans les tournées. Évidemment, comme les tournées sont sensibles aux dépôts auxquels elles sont affectées, une petite recherche locale s'impose. Et si on réitère, on améliore les solutions. Donc ça, c'était donc une math heuristique. Alors le problème, c'est qu'elle a le même défaut que le split que je vous ai cité avant. C'est que ça converge trop vite. Alors il a fallu trouver d'autres, des petits moyens pour améliorer ça. Alors après, oui, j'ai pas dit, mais le problème de tournée, parce que je vous ai dit qu'on résolvait le problème d'affectation de manière exacte. Le problème tournée, je l'avais géré à l'époque avec un granular taboo search. Alors, je ne vous ai pas parlé du granular. Qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, c'est un nouveau terme que je vous apprenne. Donc c'est un taboo search, on peut avoir, c'est une méthode. Mais le granular, c'est le fait de travailler sur alors, pour les problèmes de tournée, on va vite comprendre, sur un graphe réduit. C'est-à-dire que la probabilité que des clients qui étant opposés géographiquement, la probabilité pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre dans une tournée est relativement faible. Donc, on nettoie un peu le graphe au début, ce qui fait qu'on enlève plein d'arcs. Et quand on fait les recherches locales et quand on fait toute notre exploration derrière, on va beaucoup plus vite. Donc, ça permet d'accélérer un petit peu l'exploration. Mais bon, je vous ai dit surtout que ça convergeait trop vite. C'était ça le départ. Pour résoudre ça, la technique, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait des restarts. Je vous ai dit, c'est le mécanisme. Mais le restart, tant qu'à faire, on va essayer de le faire pas complètement aléatoirement, de le guider. Donc, j'avais introduit la notion de statistique sur la fréquence d'arrêt utilisée dans mes solutions. Donc, vous voyez ce que j'avais fait. Dans la solution que j'obtiens à la fin là,
Je regardais quelles arêtes étaient utilisées, puis je mettais des stats dessus. Puis je me suis dit, avec ça, ça va me donner une information des arêtes qui ont une forte chance d'être dans la solution. Puis je vais mettre une probabilité plus forte de les utiliser quand je vais faire mon restart. En gros, c'était le début des techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, on fait du machine learning. Je suis un petit bond historique, enfin un petit bond dans le temps. Donc 10-15 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait ? On va apprendre un peu mieux qu'en regardant simplement les arcs utilisés dans la solution. On va regarder beaucoup plus de caractéristiques. Qu'est-ce qui définit une solution de bonne qualité, etc. Alors là, je vous ai montré ce qui avait été listé par Florian Arnold en 2019. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs, et encore il y en a d'autres, caractéristiques de solutions de bonne qualité, de caractéristiques de solutions. Donc on peut regarder je sais pas moi, la largeur moyenne des tournées, la distance entre deux centres de gravité, plein d'autres choses que les arcs, pour essayer de voir qu'est-ce qui caractérise une solution de bonne qualité. Donc pareil, reprenez sur vos problèmes, il y a certainement des caractéristiques qu'on peut extraire des solutions que vous rencontrez. Et donc, Flavien Lucas, lui, il a repris ça et il a été un peu plus loin en regardant comment faire un système d'apprentissage de tout ça, et avec donc une phase d'apprentissage et un arbre de décision qui va nous permettre de caractériser si une solution est de bonne qualité ou pas. Donc par exemple, là, la solution X0 dans le rouge, elle n'a pas les caractéristiques a priori idéales, en tout cas ressorties de la phase d'apprentissage, qui nous dit qu'elle n'a pas une bonne tête, en gros, pour être candidate à une des meilleures solutions. Et peut-être que si on trouve un moyen d'aller dans l'espace vert, on a plus de chances de trouver des meilleures solutions. Alors ça, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une thèse qui a démarré là-dessus, c'est ça ? Pour faire, on va le revoir après, mais éventuellement un pass-relinking ou des trucs dans l'idée pour aller relier les solutions. Donc ça, c'est mon secret numéro 4. Orienter l'angle de recherche, donc avec un apprentissage d'exploitation des données, les particularités, etc. Alors, il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé de mon petit individu qui évolue dans son espace, globalement, dans son environnement. Globalement, les stratégies d'avance, c'est, on va dire, ce qu'on apprend à l'école, lire, compter, écrire, etc., pour se débrouiller dans la vie. Et là, on a appris un vrai métier, on a exploité son vrai talent, on a été plus loin. Et avec tout ça, alors j'ai envie de dire que la partie à droite, là, ça, c'est les 50 ans de recherche d'intelligence humaine qui développe les connaissances. Et la partie apprentissage, c'est l'algo qui l'apprend. On va essayer de mettre tout ça, nous, en tout cas, dans notre algo, pour faire en sorte de donner à notre algorithme un genre d'intuition. Vous travaillez sur votre problème spécifique, soit vous êtes en thèse et vous travaillez le nez dedans depuis quelques mois, ça dépend depuis quand vous avez démarré, soit vous êtes en fin de carrière et vous avez travaillé très intensément sur peut-être plusieurs problèmes, en tout cas dans une famille de problèmes. Quand on connaît bien son problème, on sent si une piste elle est intéressante ou pas, assez instinctivement. Un novice, il va proposer des idées et puis nous on va lui dire alors ça je sens pas, teste plutôt ça. C'est ça qu'on va essayer de mettre dans l'algo. C'est de l'intuition acquise. D'accord ? Donc là, c'est la maîtrise de son problème. Mais je vous ai dit qu'on pouvait aller encore plus loin. Qu'est-ce qui manque aux méthodes là pour faire encore mieux ? On est déjà pas mal là quand même. Logiquement, si vous avez appliqué tout ça, on a déjà normalement une méta-heuristique qui va très bien fonctionner. Alors ce qu'on va pouvoir ajouter, il y a déjà quelque chose que j'ai commencé un petit peu à introduire, c'est la notion de pass-relinking. C'est quoi ? Le pass-relinking, c'est en gros faire un chemin entre deux solutions. On connaît la solution noire, alors on ne voit pas trop là, la solution noire, avec,
Ah non, on ne voit pas. Là, tant pis. La solution qui est juste en bas ici. Et on va essayer de la relier avec l'autre solution noire au bout, en introduisant des caractéristiques d'une solution à l'autre, etc., pas à pas, pour créer un chemin. Et les solutions rencontrées en cours de route, avec un peu de chance, elles seront de bonne qualité. Peut-être même qu'on va retomber dans un bassin d'attraction. Si on fait une recherche locale, on pourra peut-être encore améliorer. Mais l'idée, c'est que si on a alors, plus exactement, ça c'était le principe du pass relinking, mais ce qu'on peut faire, c'est faire une post-optimisation, ou même de temps en temps dans la recherche, et faire un pass relinking, donc pas n'importe comment, mais faire un pass relinking entre des solutions de bonne qualité. Globalement, ce que vous faites dans une méta-heuristique, si vous avez compris un peu, on va explorer le voisinage, et généralement, on va rencontrer des milliers de solutions. Heureusement, c'est un ordinateur qui fait, on en a plein. Dans ces milliers de solutions qu'on va rencontrer, il y en a des bonnes, mais des moins bonnes. Si on garde les bonnes, un ensemble de bonnes solutions, et si en plus, on introduit la diversité, avec la mesure de distance entre les solutions, on a une chance d'avoir ce qu'on peut appeler un ensemble de solutions élites et diverses. Des bonnes solutions avec une structuration différente. Si on fait un chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'on a une solution de bonne qualité, et on lui introduit pas à pas des attributs, on la transforme peu à peu en une autre solution de très bonne qualité. Peut-être qu'on va voir encore quelque chose de mieux. C'est un peu l'idée. Donc ça a été pas mal fait autour des années 2010, mais il y a encore des choses à faire, à mon avis, là-dessus. À mon sens, ça a été pas plus exploité ça, ou en tout cas un petit peu délaissé à l'époque, parce que juste derrière est apparu un nouveau courant. Parce que je vous ai dit, voilà, vous voyez un peu les dates des articles que j'ai mis là. Il y a eu le courant des maths heuristiques derrière. Et ça fait bien de mettre des maths dans une méta-heuristique, parce que comme je vous avais dit, historiquement, les méta-heuristiques sont un peu moins aimées que les méthodes exactes, parfois jugées un peu plus négativement que les méthodes exactes. Alors, si on met un peu de maths dedans, ça va peut-être être mieux perçu. Donc, il y a eu ce phénomène de mode, de se dire, de mode, et puis c'est fondé, c'est pas que de la mode, hein, ça apporte de bons résultats, de coupler avec une méthode exacte. Une manière simple, entre guillemets, en tout cas pour les problèmes de tournée de véhicules, de faire ça, c'est de se dire, dans les milliers de solutions que j'ai rencontrées, imaginez qu'il y ait 10 tournées par solution, vous voyez le nombre de tournées qu'on obtient. Si encore une fois, alors là, soit je garde les meilleures, ou même si je les garde toutes, après tout, pourquoi pas. Si je garde toutes ces tournées que j'ai rencontrées dans mon exploration, et que je fais un petit modèle type set partitioning, je vais sélectionner parmi toutes ces tournées, les tournées qui couvrent tous mes clients, puis je choisis les meilleures. Avec un peu de chance, je vais obtenir une solution encore meilleure, un peu comme dans l'esprit de mon pass relinking, sauf que là, on le fait en maths heuristique, et ça fait mieux parce qu'on fait une maths heuristique. Est-ce que c'est plus efficace? C'est possible aussi, hein, il faudrait comparer. Là, je n'ai pas fait la comparaison à proprement parler. En tout cas, dans les deux cas, dans ce que j'ai testé, effectivement, faire cette post-optimisation améliore. Alors, on va pas gagner 10%, hein, mais on va améliorer encore plus finement les solutions. Donc ça, c'est mon secret numéro 5. Explorer les zones oubliées, donc en reliant les espaces ou en finissant, j'ai envie de dire, la recherche avec ce qu'on a déjà exploré jusqu'à maintenant. Ça va toujours? J'ai annoncé 6 secrets, il en reste un. Alors, le 6e secret, il va demander de changer un peu plus changer de perspective. L'idée, ça va être de se dire, peut-être que je peux regarder mon problème sous un angle différent. Enfin, on l'a déjà un peu fait, mais encore plus différent. Première option, alors certains dans la salle le font de manière plus courante, moi je ne le fais pas. Pour moi, c'est plus original. Il y en a certains qui maîtrisent déjà bien. En tout cas, pour moi, c'était plus original. D'aller regarder ce qui se fait dans
la programmation par contrainte. Si je reprends, alors je vais reprendre toujours mon problème de tournée, évidemment, parce que c'est là-dessus que je suis partie depuis le début. Si je reprends, par exemple, un problème de tournée, je vais prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de voisinage large de LNS. J'ai une solution et je détruis une partie de cette solution, par exemple, j'enlève une tournée. Si je veux reconstruire cette tournée en version programmation, si je veux reconstruire cette tournée de manière optimale, si je veux faire une reconstruction de manière optimale avec un MILP, bon, tournée de véhicule, alors bon, là ça va être assez petit, c'est pas si gênant que ça, mais généralement en problème de tournée, un truc qui nous embête dans le modèle mathématique, c'est les contraintes de sous-tour. Et c'est un peu embêtant. Si on le traite par la programmation par contrainte, c'est un peu plus facile à représenter, on va dire. Donc ici, l'idée, c'est par exemple, si je redis mon problème de TSP, donc par exemple une tournée que j'ai enlevée puis que je veux reconstruire, pour faire simple, ce que je vais simplement dire, c'est que je veux construire un vecteur, une séquence, avec le nombre de clients qui doit être dedans, et je vais simplement dire que ces clients, en gros, doivent apparaître une seule fois, donc tous mes nombres à l'intérieur doivent être différents. Il faut qu'ils soient tous là, qu'ils ne soient qu'une seule fois. Et ce que je veux, c'est minimiser la distance de ma tournée, donc en fait, le chemin dans ce graphe, enfin dans ce vecteur. On voit que la représentation mathématique est plus simple, en tout cas. Et ça peut être intéressant. Puis, comme je vous l'ai dit, là, ça peut aussi permettre de faire un genre de distance par rapport aux solutions, parce qu'on travaille sur un vecteur, etc. Bon, ça peut être intéressant. Donc déjà, changer un petit peu de type de méthode, on va dire, qu'on a l'habitude d'utiliser. En changeant donc là de paradigme, on ne modélise plus de la même manière, on est passé ici par la programmation par contrainte. Mais on peut aussi faire encore d'autres choses. Vous en avez sûrement entendu parler. On peut aussi passer par le quantique. Alors, là, on ne voit rien à mon image, on ne comprend pas trop ce que ça représente. Je vais vous faire un petit exemple. Alors, c'est vraiment une illustration, hein, c'est pas du quantique, c'est une illustration. Quand on fait l'exploration de notre espace de recherche, c'est un peu comme si on n'avait pas le plan de notre espace et on a une boussole on se débrouille comme on peut. Quand ça descend, on est content, puis quand ça monte, on n'est pas content, puis on a pris un peu de notre espace et on explore. Donc c'est un peu comme si on était à plat, voilà, puis je me déplace. Ah, oups, j'ai un obstacle. Je vais aller ailleurs. Là, non, pas, je vais tomber, etc. Et je découvre mon espace au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? Apporter l'angle quantique, c'est un peu comme prendre la hauteur. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'être à l'aveugle dans mon plan, je suis un peu au-dessus. Et je vois mon espace. Une vision directe d'un coup. D'accord ? Bon, c'est une analogie, hein, c'est pas ça qu'on fait. Voilà. Et là, quand je fais ça, je sais en un coup d'œil, finalement, encore une fois, c'est une analogie, mon espace, et je peux aller voir, par exemple, si là, je recherche mon trésor, qui est peut-être dans la pièce. Voilà. Alors, évidemment, c'est pas ça qui se passe en réel. Hein. On est plutôt en train on va plutôt travailler sur des fonctions d'onde. Et le résultat qu'on va avoir, c'est pas où est le trésor, hein, c'est plutôt une probabilité. Bon. Mais dans l'idée, c'est quand même, on va avoir d'un coup, en tout cas, un ensemble une vision de l'ensemble des solutions. Alors, cette fonction d'onde, elle nous dit globalement qu'en fonction de l'espace-temps, on va avoir une distribution de probabilité, etc. Et pour regarder l'évolution de cette fonction d'onde, on va passer par les équations de Schrödinger, écrites de manière simplifiée, condensée là. Mais nous, en héros, on n'est pas trop spécialistes de ça. L'idée, ça va être de se dire, en fait, juste en imager encore une fois, hein, que cette fonction d'onde, c'est un peu comme si elle était sur mon plan, là, voilà, globalement. Et
Donc résoudre les équations de Schrödinger, c'est faire en gros une description de l'évolution temporelle donc, du système quantique de la fonction d'onde en fonction de son état initial et de son hamiltonien. Alors l'hamiltonien, ça va être intéressant pour nous pour la suite. Et l'idée va être de rechercher l'état de plus basse énergie ou un minimum d'une fonction, voilà, associé à un système quantique. Alors on peut le faire ça en résolvant les équations de Schrödinger. Alors on peut le faire sur nos ordinateurs. C'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on a des ordinateurs quantiques qui apparaissent. Et là, plutôt que de le faire avec nos ordinateurs classiques, on peut donner l'hamiltonien à l'ordinateur quantique et il va le résoudre un peu plus efficacement, en tout cas, de manière plus adaptée que, que de la résolution des équations. Donc globalement, on prend mon petit exemple, c'est comme si on donne un hamiltonien donc, sur ce plan-là, en entrée, et en sortie, je vais avoir, alors au départ, voilà, dans mon hamiltonien d'entrée, en fait, c'est comme si je mettais ça sur mon plan et que j'ai à peu près une équiprobabilité d'avoir ma solution. Donc ici, à tout endroit de l'espace, je peux trouver mon trésor. En faisant évoluer cet hamiltonien, on va faire évoluer les probabilités. Et là, par exemple, alors, on n'a pas, vous voyez qu'il n'y a pas un seul pic, c'est un ensemble de probabilités. Mais on va avoir, par exemple, ici, alors il y a plusieurs pics, parce que je vois qu'il y a un truc qui brille bien là dans la pièce. Donc ça, c'est peut-être la plus forte probabilité que ça soit mon trésor. Et on a aussi d'autres petits points, je ne suis pas trop sûre, voilà. Donc j'ai d'autres probabilités que ça soit ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a gagné avec ça ? Au lieu d'avoir l'ensemble complet de solutions à parcourir, on a une forte probabilité que ça soit sur quelques solutions. Donc déjà, on a gagné au minimum, il y a une forte probabilité que ça soit celle-là. Au pire, si on n'est pas sûr, on a déjà bien restreint, on guide déjà fortement notre espace de solution. Alors, si je le mets de manière un peu plus concrète sur le problème de tournée, donc ici, vous retrouvez ma petite représentation du TSP sur le problème de tournée de véhicule. Donc ça, c'est repris c'est une slide reprise de la plénière d'Éric Bourreau en 2021. S'il y en a qui l'ont vu, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs. Il nous avait expliqué que, globalement, si on prend cette représentation du TSP par la programmation par contrainte, en gros, on a un vecteur ici qui représente une solution. Donc, à l'ordre vont être mes clients dans la tournée. Mais en quantique, alors si on rentre un peu plus concrètement sur ce qu'on va faire en quantique, on va mettre des qubits en état superposé. Donc, c'est ce qu'il avait représenté ici. Donc, en première position, on peut avoir le numéro 2, mais en superposition le client numéro 1, mais en superposition le 5, etc. Même chose en deuxième position, troisième position, quatrième position, etc. Elles sont en superposition, c'est-à-dire qu'elles sont toutes là en même temps. On ne les explore pas tous séquentiellement, on les a instantanément en même temps. C'est là la force. Et donc du coup, par un petit traitement, l'idée c'est de tirer la probabilité d'avoir la distance minimale ici sur les séquences. Donc vous voyez, en un coup, on a l'ensemble des solutions. Ce que j'expliquais avec mon plan où on était partout en même temps, puis qu'avec la petite moulinette, on faisait ressortir les probabilités de trouver le trésor. Là, c'est un peu ça. Donc après, on utilise un algorithme pour ressortir le minimum, etc. Alors, je vous ai dit qu'il fallait représenter ça sous la forme d'un hamiltonien quantique. Donc nous, on va le représenter généralement sous forme d'un QUBO, donc Quadratic Unconstrained Binary Optimization. On n'est pas tous super familiers avec ça, mais globalement, c'est quand même proche de ce qu'on fait.
Et l'idée va être de trouver le minimum d'énergie ou minimiser une fonction coût. Alors là, ça va dépendre de l'optimisation qu'on utilise. Donc, comme je vous ai dit, les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, ils existent. Ils ne sont pas encore complètement finis d'être développés. C'est une technologie émergente. Mais il y a des gens qui travaillent dessus depuis un petit moment, depuis les années 2000, par exemple, aux États-Unis. Ils commencent à développer les algos pour ça. Et globalement, donc, je vous ai dit, il y a deux stratégies possibles. Donc, l'optimisation adiabatique et l'optimisation quantique, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Donc, si on est en optimisation adiabatique, donc on va passer, c'est ce qui va être fait sur les ordinateurs quantiques dits adiabatiques. Donc ça, c'est un type d'ordinateur qui va être dédié à l'optimisation de problèmes combinatoires, ce qui nous intéresse généralement ici. Donc ça, c'est les machines, par exemple, D-Wave. Ils vont utiliser une technique qui va s'appeler du quantum annealing. Ça nous parle un peu, ça nous fait penser au simulated annealing. Globalement, alors c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais c'est un peu le même esprit. L'idée, on a vu ici que c'était qu'on cherchait un état quantique de basse énergie. Donc l'idée, c'est de transformer notre système quantique de manière contrôlée, donc de manière lente, et comme dans le simulated annealing, pour aboutir à un état quantique, à l'état quantique recherché. Donc ça, voilà, ces ordinateurs, donc ils existent déjà, bon, ils sont encore à améliorer, etc. Et il y a déjà une thèse soutenue en 2021 sur ce sujet avec Daniel Ver au CEA, qui a étudié les résultats qu'on pouvait obtenir sur ces machines à recuit quantique. Donc l'autre option, c'est de passer sur des ordinateurs dits universels, donc pas forcément dédiés aux problèmes d'optimisation combinatoire. Et donc là, on va passer par des circuits quantiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de la présentation ici, mais globalement, ça va être, voilà, c'est une autre approche. Et pour résoudre ces circuits quantiques, on va passer par des algorithmes variationnels quantiques. Donc encore, on va passer par l'informatique. Et alors, ça, c'est générique. Enfin, c'est générique. Le terme est générique. Ça peut s'appliquer à plein de problèmes. C'est l'avantage des ordinateurs universels. Ce n'est pas spécifique aux problèmes d'optimisation. Mais du coup, dans les algorithmes, on en a plusieurs. Et on en a qui sont spécifiquement dédiés à l'optimisation combinatoire, comme l'algo QAOA, qui lui fonctionne donc... où les algos variationnels fonctionnent comme ça. Donc, c'est des algorithmes hybrides, donc entre du quantique et du classique. C'est itératif. Donc, on va configurer un circuit quantique paramétré, avec des portes quantiques, etc. On va mettre donc des paramètres. On va donner ce circuit à l'ordinateur quantique, donc qui existe. Donc ça, c'est je ne l'ai pas dit avant, mais c'est les ordinateurs type IBM, etc. Donc ça existe déjà. On va évaluer la fonction coût, et en fonction du résultat obtenu, on va ajuster les paramètres et on va réitérer pour trouver donc, la solution qui nous intéresse. Alors ça, si vous êtes intéressé, Camille Grange va présenter ça aujourd'hui dans les sessions quantiques, avec l'étude particulière donc, de l'algo QAOA. Globalement, j'ai bientôt fini. Globalement, donc, nous, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors aujourd'hui, les ordinateurs ne sont peut-être pas suffisamment performants pour traiter nos gros problèmes. Puis il n'y a peut-être pas un intérêt non plus à voir. Il faudra voir comment ça va évoluer. Mais on peut faire en tout cas des choses hybrides. Alors on a une thèse ici qui a été soutenue fin 2022 par Margherita Vechesovora. Donc c'était une thèse au lauréat avec EDF qui a travaillé là-dessus, et en particulier donc, sur QAOA, et qui a proposé ici, par exemple, une version hybride. Alors, ce n'est pas dans une méta-heuristique, c'est dans une approche de type décomposition d'Ansigle-Wolf, mais vous voyez ici, qui, dans la partie pricing, a utilisé des algos quantiques pour aller chercher les colonnes. On peut imaginer, en tout cas, plein de choses, plein d'hybrides, etc. Et c'est encore émergent, évidemment, mais c'est des pistes qu'il faut commencer à explorer. Donc ça, c'est mon 6e secret.
j'ai envie de dire, donc prendre de la hauteur, changer de perspective, utiliser d'autres paradigmes. On peut rester sur la programmation par contrainte, mais on peut aller aussi sur d'autres choses. Et ça, j'ai envie de dire que c'est, j'ai présenté tout à l'heure l'intuition par l'intuition acquise par la connaissance. Là, c'est toujours l'intuition acquise par la connaissance, parce que on voit bien qu'on explore le problème. Mais c'est plus, tout à l'heure, c'était le « je le sens », propose une solution, je sens si c'est intéressant ou pas. Là, c'est plus le Eureka. J'ai l'idée de génie, parce qu'on a d'un coup un éclair, j'ai envie de dire, d'une vision un peu plus large d'un coup. Donc voilà un peu pour le parallèle. Et je conclus. Donc en conclusion, j'avais soulevé la question au départ, est-ce qu'une métaheuristique est une méthode intelligente ou une random search, une random walk dans l'espace de recherche? Bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut basculer facilement sur l'approche scientifique. Il y a quand même pas mal de choses bien poussées à l'intérieur des métaheuristiques. Mais finalement, ça dépend du degré de performance visé. Si vous voulez faire une random walk, ça marche aussi. Moins bien. Mais ça peut être aussi une métaheuristique. Maintenant, si vous voulez une métaheuristique performante, oui, il va falloir mettre de l'intelligence dedans. Je vous ai donné donc 6 secrets. Et vous comprendrez dans ces 6 secrets que finalement, il faut bien maîtriser son problème. Donc, une métaheuristique, c'est un algo générique, oui, dans les grands principes. Mais pour l'appliquer, si vous voulez des résultats efficaces, c'est plus générique du tout, c'est complètement dédié à votre problème. Alors, on va le garder quand même générique parce que l'idée, c'est quand même que ça traite une famille de problèmes. Et si on peut être un peu large, c'est quand même mieux. Mais une métaheuristique pour un problème de tournée ne va peut-être pas résoudre un problème d'ordo, peut-être pas si facilement que ça. Donc, il va falloir quand même avoir des choses dédiées. Donc, je dirais cette phrase, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. Donc, il faut maîtriser son problème pour avoir la puissance de la métaheuristique. Mais il y a une vraie puissance derrière ces métaheuristiques. Et la performance, on peut la définir comme le potentiel moins les interférences. Alors, quand on fait une métaheuristique, il peut y avoir plein d'interférences. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la volonté de mettre plein de choses dedans. Je vous en ai présenté plein. Mais l'idée, ce n'est pas de faire une usine à gaz, mais de sélectionner les composants qui vont vraiment être utiles pour vous. Et même si je vous ai présenté plein de choses, mon premier conseil, c'est de garder la simplicité. Alors, ça semble peut-être paradoxal avec tout ce que je vous ai montré avant, mais garder cet esprit simple, peu de paramétrage, etc. Il faut que ça soit fluide dans la programmation, dans la construction de la métaheuristique. Sinon, ça fait du flou, et là, ça devient effectivement la random walk quasiment, parce qu'on ne sait même plus ce qu'on fait. Donc non, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de maîtriser ce qu'on va donner. Et dans les autres interférences qu'on peut avoir, là, on a le potentiel du quantique. Et les interférences, c'est que on ne connaît pas trop bien dans la communauté. Mais ça se développe. Ça se développe. Le gouvernement nous incite à aller sur ça. Les machines se développent fortement. Donc, même si on ne veut pas y aller, je pense qu'on va y aller. Est-ce que ça va à quelle échelle? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, évidemment, c'est des grosses machines énormes, etc., comme les ordinateurs des années 70, qui sont devenus ça, voire plus petits. Est-ce qu'on ira jusque-là? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que ça va évoluer. Et si vous voulez vous former à ça, n'oubliez pas qu'on a un événement au mois d'avril où vous pouvez présenter vos algos classiques, valoriser votre recherche, revoir toutes les métaheuristiques, les dernières techniques avancées, etc. Donc la partie classique qu'on a vue en début de présentation, sur les 2 premiers jours, sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à soumettre vos papiers si vous avez envie de présenter. On a étendu la date limite jusqu'au 5 mars, justement, pour que vous ayez encore un peu de temps. Et les jours suivants seront des tutoriels pour aller plus loin que le très superficiel que je vous ai fait aujourd'hui, pour aller vraiment voir les qubits et aller programmer sur les machines, avec différents TP sur les machines d'Atos, D-Wave, IBM et Pascal. Donc ça, c'est soutenu au niveau européen par Yumi et Euro, par les différents GDR, donc ROD, IM, Radia, la SAGIP, différents labos, et par le gouvernement, puisque vous voyez qu'on a la participation de Nella Brugg, qui est le
le coordinateur national de la stratégie quantique qui va se déplacer, ainsi qu'on aura des introductions de Sébastien Tanzili, donc du CNRS, de Harold Olivier de l'INRIA et d'Olivier Ezrati, qui est un consultant très, très connu sur le domaine. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. On va maintenant passer aux questions. Donc, on va commencer par les questions du hall qui est en bas. Donc, je laisse la parole s'il y a des questions. Merci pour cette présentation riche. Je suis d'accord avec votre conclusion, ce qui m'amène à rebondir sur le secret numéro 4, orienter l'angle de recherche. Là, on parle d'apprentissage basé sur l'exploitation des propriétés et la caractérisation des problèmes. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des métriques ou des techniques pour identifier ces propriétés et quelles sont les informations que la machine doit apprendre? Alors des techniques, j'aurais pas de technique générique, c'est un peu ce que j'ai dit. Généralement, alors ça dépend du problème que vous allez traiter, mais on a quand même, en tout cas sur nos problèmes de héros, souvent des bases connues depuis des dizaines d'années qu'on va essayer d'exploiter, des propriétés mathématiques, des choses comme ça qu'on va coder. Donc ça, c'est la partie exploiter les propriétés du problème. Là, la question, je me dis qu'elle est peut-être plus sur l'apprentissage. Moi, j'ai envie de dire déjà, ce qui peut peut-être nous guider, c'est aussi dans la réflexion sur les distances entre solutions. Quand on va mesurer des distances, quand on va devoir définir des distances, c'est qu'intrinsèquement, on se dit qu'il y a des caractéristiques qui différencient les solutions. Donc dans cette réflexion, distance et caractéristiques, on aura déjà des pistes. Après, non, je n'ai pas d'idée générique, en tout cas, pour définir ça. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui auraient des idées, mais je suis désolée, là, je n'ai pas d'idée générique. Moi, je dirais qu'il faut regarder ce qui différencie chacune de nos solutions et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant qui ressort de nos solutions proche de l'optimal, on va dire. Il y a d'autres questions dans le hall? Apparemment, David, c'est bon. Peut-être qu'il y aura après. D'accord, merci beaucoup. Des questions, du coup, dans... Ah, je vois déjà. Bonjour, merci pour la présentation, c'était intéressant. Moi aussi, j'aimerais rebondir sur la conclusion, comme quoi il faudrait simplifier. Mais moi, j'irais plutôt sur le secret numéro 5. Dans les zones oubliées, est-ce que ce ne serait pas intéressant que la communauté s'intéresse un peu plus à la garantie de convergence des heuristiques? Parce que souvent, on les complexifie. Et en fait, il y a plein de zones qu'on peut ne jamais explorer et ne jamais atteindre, même à temps infini, la solution optimale. Et je pense que même si on ne peut pas garantir l'optimalité comme une méthode exacte, on peut au moins, par exemple avec les maths heuristiques ou autres, garantir qu'on convergera avec un temps infini, et après, même si on veut aller étudier le taux de convergence, mais ne serait-ce que garantir l'existence de cette convergence, est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus mettre ça dans la communauté ou pas? Alors le garantir, au moins faire une étude de convergence, faire un graphe, voir l'évolution des solutions. Moi, c'est naturellement ce que je regarde, au moins quand je paramètre mes méthodes pour savoir est-ce que, déjà, est-ce que ça fonctionne, donc est-ce que j'ai une amélioration, est-ce que les techniques sont intéressantes et est-ce que je suis sur un palier finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc il y a cette étude qui va être faite. Moi, je sais que je la fais naturellement parce que ça ne sert à rien effectivement de laisser fonctionner la méthode des heures si on est sur un plateau, ou alors pour gagner pas grand-chose, à nous de voir ce qui nous intéresse. En tout cas, oui, la convergence est intéressante, mais je ne suis pas sûre que ça soit la question précise. Mathématiquement. Vous prouvez que notre approche, finalement, va finir par converger, c'est ça?
Effectivement, c'est pas vraiment fait. Ça pourrait être intéressant par la mesure de distance peut-être. Parce qu'à la fin, finalement, ça voudrait dire qu'on a à temps infini, qu'on a parcouru toutes les solutions, en fait, qu'on a fait toute la combinatoire. Comment le garantir ou comment le prouver que notre stratégie arrivera bien à ça. Alors, d'un côté, je ne sais pas si c'est forcément intéressant 100% de vérifier ce qu'on a. Alors, oui, non, c'est pas vraiment la question. J'allais dire qu'on a vérifié, que notre algorithme va parcourir toutes les solutions, parce qu'il y en a qui sont clairement pas intéressantes, donc ça sert à rien d'aller explorer dans cette direction. Maintenant, garantir que on va pas tout explorer, mais qu'on va forcément arriver sur l'optimum, ouais, ça peut être intéressant, mais là, j'ai pas d'idée de comment le prouver mathématiquement, en tout cas. Oui, statistiquement, oui, statistiquement, mais prouver mathématiquement par... Ouais, pour l'instant, à part ce qu'on fait classiquement, à se comparer avec une méthode exacte pour dire, voilà, on a un gap qu'on a prouvé parce qu'on a la solution exacte, au moins sur les petites. Pareil, hein, c'est peut-être une piste intéressante à lancer, mais j'ai pas la réponse à ça. Ouais. Oui, micro, non, il est là-bas. Merci pour votre présentation. Donc, ma question, c'est donc face à une problématique donnée, et concernant le choix de la méthode heuristique et des méthodes associées à utiliser, peut-on savoir en avance ou avoir au moins des indicateurs si une telle méthode heuristique va fonctionner ou pourquoi, ou au moins analyser formellement pourquoi une méthode heuristique marche mieux qu'une autre? Merci. Alors moi, de mon expérience, alors pareil, hein, peut-être que ça pourrait être une discussion, j'ai du mal à dire qu'une méthode heuristique fonctionne mieux qu'une autre. Alors je comprends que par le passé, on se disait, cette méthode heuristique fonctionne mieux sur tel problème, donc je vais l'utiliser. Moi, j'ai surtout envie de dire, ça dépend de ce qu'on en met dedans. Alors, c'était fait beaucoup dans les années passées parce que on n'avait pas tout le recul qu'on a aujourd'hui. Et on se disait, sur ce type de problème, c'est l'algogénétique. Sur ce type de problème, c'est du taboo search. Sur ce type de problème, c'est autre chose encore. Moi, de mon expérience, ça dépend surtout de ce qu'on y met. Donc, on revient sur la connaissance du problème. Et finalement, c'est les grandes lignes que j'ai citées avant. Est-ce qu'on fait bien la diversification comme il faut? Est-ce que ça va plus être ces éléments-là qui vont nous permettre de dire pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que ça manque de diversité? Est-ce que ça converge trop vite? Voilà, on va arriver sur une convergence. Est-ce que on va plutôt par la connaissance du problème aller identifier ce qui bloque? Bon, moi, je suis complètement extérieure à votre communauté, mais j'ai énormément apprécié le fait que j'ai eu l'impression de comprendre jusqu'au bout. C'est déjà un miracle. Bon, donc merci. Maintenant, j'ai une question pratique qui, je pense, se pose à tout le monde quand vous faites de l'algorithmique. Il y a des ordinateurs plus ou moins adaptés. Et dans ce que vous avez présenté, il y a des méthodes où, pour moi, ça relève bien du parallélisme. Donc la question, c'est quels sont les meilleurs types d'ordinateurs? Scalaires, vectoriels, parallèles ou quantiques? Mais ceux-là, ils ne sont pas encore tout à fait de ce monde. Les plus adaptés à vos problèmes. Parce que c'est quand même un problème pratique final de choisir le bon ordinateur pour votre problème, qui va le plus vite, parce que vous avez le problème d'aller vite, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est pas une question qu'on se pose souvent. Alors après, il y a les explorations parallèles. Moi, je sais que j'avais d'un moment fait ça. Peut-être pas comme vous l'avez dit, mais exploiter le fait qu'on ait plusieurs cœurs sur un ordinateur et faire de l'exploration parallèle, donc faire une programmation parallèle pour... Ouais. Alors, de ce que j'avais vu, mais je ne connais pas bien les différentes structures d'ordinateurs. C'est sur un ordinateur comme ça, et on exploitait les versions parallèles avec les différents cœurs, mais c'est déjà une première approche. On faisait du parallèle. C'est intéressant, mais il faut vraiment développer la méthode qui va vraiment bien exploiter ça. Donc évidemment, ça peut s'y prêter. On peut penser, alors de manière assez basique, quand j'ai parlé des algos génétiques sur des îlots, chaque îlot est sur un ordinateur en parallèle, et puis voilà, tout basiquement. Pareil, quand je dis qu'on fait des restarts ou des multistarts, on fait faire des starts en parallèle, etc. Ce qui va être intéressant, c'est pas de le faire
de manière indépendante. Et puis sinon, c'est comme si on l'avait fait en séquentiel et puis qu'on n'a pas exploité finalement ça. On a juste gagné le temps de calcul. L'intérêt, ça serait de combiner des infos. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, il y a un avantage, mais qui est un peu perdu par le fait que quand on veut faire, moi j'avais appelé ça, enfin on avait appelé ça avec les collègues des synchronisations entre les, et ben on perd du temps parce que faut qu'attendre que l'autre ait fini pour question de mémoire qu'on partage l'info et on gagne, mais pas autant qu'on espérait. Donc ça c'est de l'expérience que j'ai eue. Alors peut-être qu'on peut faire mieux, hein, mais de mon expérience on était arrivé à ça. Merci beaucoup. Alors, il y a Najib qui me dit qu'il est l'heure de terminer. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir Caroline. Il y a encore toute la journée. Elle repas de gala, d'ailleurs. Si vous avez des questions à lui poser, elle sera ravie, j'imagine. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation.